Nous reprenons avec Nathalie Piéguet, qui est professeure à l'Université de Genève, qui a beaucoup travaillé sur Aragon depuis sa thèse qui portait sur auquel j'avais été très sensible à l'époque, puisqu'elle portait sur la citation dans le roman d'Aragon. Elle a travaillé sur d'autres romanciers contemporains, Claude Simon, Robert Pinger, et elle a publié également des romans dont j'apprends qu'un vient d'être publié, un récit intitulé « Une femme invisible » aux éditions du Rocher, qui porte sur la mère d'Aragon. Auteur, peut-être que je ne sais pas si elle avait la virilité mentale, mais auteur de romans sentimentaux et d'aventures. Alors, le titre qu'elle a donné fait pendant avec cette question des incipites, puisque son titre est « Je n'ai jamais appris à finir ». On va retrouver la question que j'évoquais tout à l'heure. Aragon est la question du désinite, c'est-à-dire de la fin, de la sortie. À vous, merci d'être là. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Oui, donc j'ai intitulé cette intervention « Je n'ai jamais appris à finir la question du désinite » pour reprendre le titre du livre qu'Antoine Compagnon vient à l'instant de citer, « Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipites », qui paraît en 1969 chez Skira dans la collection Les Sentiers de la création. Donc, dans ce livre de 1969, donc, Aragon est né en 1897, dans ce livre, assez tardif donc, il raconte sa relation au commencement et il théorise, mais c'est peut-être un mot un peu fort le concernant, sauf à considérer que la théorie est façon de fiction, une forme de fiction pour appréhender ce qui échappe. Il y théorise donc la notion d'incipit. Alors, cette notion, elle traduit une confiance qui n'a jamais été démentie dans le langage, dont le surréalisme a d'abord fait l'expérience et qu'ensuite il a mise en scène dans de très courtes fictions, comme par exemple dans Un roman commence sous vos yeux, ou dans une autre très courte nouvelle qui s'intitule Schtroumpf, dans des périodes donc qui sont bien au-delà du surréalisme. Certains de ces incipits, qui caractérisent donc la première phrase du roman ou les 2 ou 3 premières phrases, certains de ces incipits sont extrêmement connus et Aragon affirme que tout découle de cette première phrase, que rien n'a été prémédité et qu'il se trouve devant elle, donc devant le début du roman, dans la position du lecteur et non pas dans celle de l'auteur qui saurait où il va et ce qui va suivre ce commencement. Donc l'incipit le plus connu est sans doute celui du roman Aurélien. La première fois qu'il vit Bérénice, Aurélien la trouva franchement laide. C'est un incipit qui a été beaucoup commenté, qui met en place les personnages du roman, qui fait résonner la mémoire littéraire et celle des lieux de la gestation de l'écriture. Le roman est écrit pendant l'occupation en zone encore libre à Nice, Bérénice, Nice, Bérénice Racine, Bérénice Matisse, mais aussi la référence à l'éducation sentimentale et à la grande scène de rencontre. Donc cette première phrase, chargée de mémoire et de réminiscences textuelles, prédétermine, selon l'auteur, tout le développement ultérieur, sans qu'il n'y ait donc aucune connaissance de ce qui va s'ensuivre. Pour caractériser cette première phrase, cet incipit, Aragon emploie différentes images, certaines étaient tout à fait visibles dans la citation qui clôturait la leçon, des images qui sont musicales, c'est l'image du la, l'incipit c'est ce qui donne le la, ce qui donne la tonalité du texte, mais aussi des images architecturales, c'est le pied de l'arc-en-ciel, ou bien des images strictement narratives, elle était employée dans la citation précédente. L'incipit, c'est le début du roman dont on ne sait pas qui sera
à la fin de l'histoire l'assassin, à supposer donc que cette histoire c'est une histoire de meurtre, ou bien une image ludique. Il dit aussi que l'incipit est comme la balle jetée dont on ne sait quelle trajectoire elle va dessiner. Et toutes ces images mettent l'accent sur la dynamique, sur l'élan de l'invention et de ce qu'elle peut, sans contrôle a priori donc de l'auteur, engager et porter. Je vais lire un autre de ces incipites, je reviendrai, voilà, celui du début de la mise à mort, donc un roman de 1965 auquel je ferai plusieurs fois allusion. Il l'avait d'abord appelé Madame, et toi le même soir, aube au matin, et puis 2 ou 3 jours, il essaya de Zibeline, trouvant ça ressemblant. Je ne dirai pas le nom que depuis des années il lui donne, c'est leur affaire. Nous supposerons qu'il a choisi Fougère. Pour les autres, elle était Ingeborg. Je vous demande un peu. Donc ce sont les premières lignes du roman. Feu d'artifice donc de prénoms de personnages, l'amour comme principe d'invention et de démultiplication, de A comme aube à Z comme Zibeline, dans l'ignorance, dit Aragon, de la suite. Et donc tous les incipites sont caractérisés par cet élan, par cette force romanesque qui témoigne d'une confiance dans la phrase et dans l'invention, et pas du tout donc d'un projet conceptuel. Écrire en 1969 une théorie de l'incipit, c'est revenir sur la naissance de l'écriture. C'est un texte dans lequel il y a une très grande part autobiographique. C'est aussi dire l'amour des commencements. C'est enfin établir une relation homologique très forte entre la naissance à soi et la naissance à l'écriture, celle-ci valant pour Aragon comme principe de subjectivation et comme mémoire. Il n'y a pas d'identité en dehors de l'écriture, et raconter comment on est à l'écriture, c'est en revenir au commencement de sa propre mémoire. Dans Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipites, il raconte comment, dans sa petite enfance, il n'aurait pas appris à écrire, mais à tracer les lettres, à écrire au sens premier du terme. Pour illustrer cette idée que l'écriture est un principe de définition de l'identité, on peut penser à ce qu'il nomme du paysan de Paris, qui est recueilli dans l'œuvre poétique. Du paysan de Paris, il dit qu'il est le roman de ce qu'il fut en ce temps-là, en 1926. Mais il emploie à ce propos le mot de roman. La notion d'incipit établit également une homologie très forte entre l'écriture et la lecture. Ne pas avoir appris à écrire, c'est lire ces livres comme si on n'en était jamais que le lecteur et comme si on n'était jamais leur auteur. Bien entendu, c'est une mythologie, c'est la constitution, la reconstitution, l'invention d'un début et d'un discours des commencements, mais c'est une mythologie qui entre en résonance avec l'époque, en particulier avec le structuralisme et toutes les réflexions sur le pouvoir du signifiant, avec la redécouverte aussi de Raymond Roussel, avec toutes les théories de la lecture et avec un principe que Butor, par exemple, a très bien nommé dans les mêmes années, qui est celui d'une mise sur le même plan de la critique et de l'invention. C'est important, me semble-t-il, que ce texte date de 1969. Mais vous êtes certainement en train de penser que je m'égare et que j'ai cru que ce séminaire portait sur les commencements de la littérature et non pas sur leur fin. Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipites est tout autant qu'un livre sur la naissance de l'écriture et mythologie de cette naissance, un livre hanté par la fin, par la mort et par la fin de l'écriture. Et c'est pourquoi à la notion d'incipit fait pendant celle de désinite qu'Aragon emploie dans le texte, la dernière phrase du livre. Toute la fin du livre s'emploie en effet à réfléchir sur ce qu'est l'achèvement d'une œuvre et sur ce que pourrait être l'arrêt de l'écriture. De façon tout à fait inattendue, étant donné sa bibliothèque et le contexte idéologique propre à Aragon, il fait un éloge très long de Beckett, dont Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipites, un éloge de Beckett dont il dit que la lecture dans ces années-là l'exalte, et un éloge qui repose sur le fait que les livres de Beckett, selon lui, je cite, commencent sans fin.
je veux dire que même le dernier mot de chacun d'eux est le premier, que le chemin parcouru naît d'où il finit, que chaque phrase en est à la fois le début et le terme, que rien, comme cette prose irritante et perdue, ne ressemble plus à ce moment de sa musique où le compositeur se reprend, semble-t-il infiniment, les mots de la bouche, et ayant atteint le moment de finir, rend fou qui l'écoutait, de cette impatience admirablement entretenue du thème à se répéter dans sa variation finale, qui semble ne devoir jamais atteindre son terme, ou ne se contenter finalement que d'un accord illusoire. Et il cite très longuement l'Innommable. Il cite ce passage de l'Innommable, qui est la fin du roman de Beckett. Il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer. Il faut dire des mots tant qu'il y en a, il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent étrange peine, étrange faute, il faut continuer, c'est peut-être déjà fait, ils m'ont peut-être déjà dit, ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire, ça m'étonnerait si elle s'ouvre, ça va être moi, ça va être le silence, là où je suis, je ne suis pas, je ne le saurai jamais, dans le silence on ne sait pas, il faut continuer, je vais continuer. Et vous vous souvenez que c'est ce passage qui est cité aussi par Foucault au début de l'ordre du discours. Donc, longue citation de Beckett dans Je n'ai jamais appris à écrire, et puis aussi une reproduction d'une planche de Titus Carmel qui est commentée, vous le voyez dans le dispositif ici reproduit, qui est commentée par une note latérale et qui est une sorte de rêverie sur la disparition pour finir du personnage. Les personnages sont ici comme en cartouche, et puis à la fin, le personnage est ailleurs, le personnage sort du champ, et cette image permet à Aragon de réfléchir non seulement à cet inachèvement qu'il projette sur le texte et sur la fin de l'Innommable, mais aussi sur le devenir des personnages, de ses propres personnages. Comment en finir avec un personnage ? Faut-il le mettre à mort ? Faut-il le faire sortir du cadre, le faire disparaître ? Faut-il le maintenir en vie et le reprendre dans le roman suivant ? C'est la logique du cycle, par exemple, dans le monde réel. Faut-il lui inventer un double ? Et ce qu'il fait dans Blanche ou l'oubli, roman de 1967, donc on est exactement dans les mêmes années. Blanche ou l'oubli, le titre Blanche, c'est le personnage principal du roman, mais ça veut dire Blanche, sans cela l'oubli, Blanche équivalente à l'oubli. Et pour déjouer cet oubli et cette disparition de Blanche dans l'oubli, il va inventer une Marie Noire qui en est le double et qui représente l'avenir. Donc il y a toutes sortes de stratégies aussi. Je n'ai jamais appris à écrire ou les insipides. Toutes sortes de stratégies pour réfléchir à la fin du personnage, car la question pour Aragon, la question de la fin de la littérature, c'est très souvent une question de romancier. La fin du personnage est l'équivalent, bien sûr, de la fin de l'écriture et de la fin du livre. Et je pense, en voyant cette planche de Titus Carmel, à ce que dit Duras, réfléchissant elle aussi à la survie de son personnage, à ce qu'elle dit de Lolwestein. Je la tue pour qu'elle cesse de se mettre sur mon chemin, couchée devant mes maisons, mes livres, à dormir sur les plages par tous les temps, dans le vent, le froid, à attendre ça, que je la regarde encore une dernière fois. Donc pour en finir avec le personnage, le plus simple, c'est peut-être de le mettre à mort. La célébration, donc souvent mythologique des commencements et de la puissance de l'insipide, peut être lue chez Aragon, et ce sera mon hypothèse de ce soir, comme une façon de déjouer cette hantise de la fin, cette peur de l'achèvement, achèvement de la phrase, achèvement du roman, achèvement du personnage, achèvement de la vie, qui ne peut pas s'arrêter, qui ne peut s'arrêter qu'avec l'écriture. Et l'angoisse du désinite, probablement de plus en plus massive, de plus en plus globale dans la dernière partie de la vie d'Aragon, n'apparaît toutefois pas avec la vieillesse, même si les titres funèbres se multiplient. Le dernier recueil s'intitule Les Adieux, 1981. Un des textes fameux de 1972 s'intitule aussi La valse des adieux. Certes, mais dès les premières œuvres,
cette peur de la fin est présente et l'écriture, portée par l'exaltation confiante de l'incipit, cherche donc à la déjouer. L'un des tout premiers recueils s'intitule Le mouvement perpétuel, qui sera varié en Un perpétuel printemps en 1958 ou bien Un perpétuel mourir, titre d'un des chapitres dans Blanchon l'oubli. Un perpétuel printemps, c'est un article intéressant pour notre question, puisque Aragon il fait l'éloge des nouveaux romanciers, des jeunes romanciers, Butor, Solers, avide qu'il est à ce moment-là de rester au plus près de la jeunesse et de ce qui s'invente dans la littérature. Donc l'incipit comme invention d'un roman du début pour mettre des mots sur cette hantise de la fin, sur cette peur de l'achèvement de l'écriture et de l'œuvre. Et pour ce faire, Aragon distingue tout au long de son œuvre différentes stratégies qui vont lui permettre de ne pas finir ou bien de composer avec cette angoisse que signifie le terme du livre ou le terme de l'écriture. Je vais donc distinguer différentes stratégies mises en place pour régler cette question de la fin. Et je ne vais pas les périodiser, mais plutôt les spécifier selon les genres dans lesquels nous nous trouverons. C'est un choix un petit peu paradoxal, puisque Aragon a dit qu'il ne faisait pas de différence entre le roman et le poème. Je ne suis ni les règles du roman, ni la marche du poème. Je pratique tout éveillé, la confusion des genres. C'est une phrase de la Défense de l'infini souvent citée. Toutefois, il me semble que pour cette question des fins de l'écriture, il est important de distinguer entre roman et poésie. Je distinguerai donc 5 stratégies que je nomme avant de les examiner. L'une qui consiste à ne pas finir. Ensuite, on verra comment il peut programmer la fin. Ensuite, ouvrir la fin. Enfin, changer la fin ou bien la réécrire à différentes échelles donc, de l'œuvre et de façon différente selon que l'on se trouve dans un roman ou dans un poème. Alors, je viens de citer la Défense de l'infini, qui me servira donc d'exemple pour illustrer la première démarche, ne pas finir. La Défense de l'infini est un vaste roman détruit, partiellement détruit en 1927, dont une partie avait été publiée, dont Le Conte d'Irène. Une autre le sera, donc de façon posthume, en 1986. Et c'est dans cette œuvre que cette première façon de conjurer la fin est la plus manifeste, la plus explosive aussi, une œuvre encore donc de jeunesse, et une œuvre qui appartient à l'époque surréaliste. Ne pas finir, ne pas en finir, c'est inachevé. Alors vous me direz que c'est une tautologie, une lapalissade, pas seulement, puisque ne pas achever avec la défense de l'infini, c'est miser de façon radicale sur l'inachèvement, c'est en prendre la défense, mais c'est aussi courir à la perte et à la destruction. De fait, le livre, roman énorme, monstrueux, démesuré, réduit à un amas de digressions qui tuent l'histoire et qui prennent à revers toute linéarité et progression du récit, toute règle de genre, le livre ne peut pas trouver sa forme et le livre finit par être détruit. Donc c'est l'inachèvement jusqu'à la destruction, jusqu'à l'informe de la destruction. Et ce livre, Aragon y est souvent revenu comme une espèce de livre fantôme de son œuvre, et en ces termes dans Henri Matisse roman, qui paraît en 1974. Il le décrit, donc je ne vais peut-être pas tout lire, mais il décrit très longuement la défense de l'infini, dont à l'époque rien n'est publié. Il le décrit dans ces termes, un essai dément d'antithèse à la vie par la vie même. Et l'antithèse à la vie, ce n'est pas la mort, justement. Un essai d'antithèse à la vie par la vie même, une juxtaposition de près de 100 personnages dont les pas ne se recoupaient pas, ou pas forcément, ou pour n'en rien conclure, plusieurs fois ou une fois, rien qu'une, comme de s'être croisés dans l'escalier. Je salue à tout hasard cette dame ou ce monsieur, les sexes en ce siècle sont à ce point incertains. Il y avait 100 étrangers, ou à peu près, je m'étais pourtant juré de m'en tenir à 100, mais peut-on limiter la foule par décret ? Et il décrit longuement ces personnages, et puis il dit, enfin je les décris ou pas, ce roman,
Je l'ai, vous dis-je, ce roman détruit, de ses mains si mises en pièces, brûlées, les feuilles qui s'envolent, on les ramasse, on les rend au feu qui dit merci de son petit bruit à lui pour signifier merci de la nourriture donnée, brûlé, brûlant, brûlé assis devant mes jambes à terre, brûlé 4 ans de ma vie secrète, 4 ans de ma folie. Et j'en avais bien pu montrer des bouts à celui-ci ou à celle-là, histoire d'essayer, comme on dit, vous avez vu mon nouveau chapeau ? J'avais faim de montrer ceci ou cela pour qu'on s'en fasse une idée fausse, chacun la sienne, des amis, des passants, des idiots consternés, consternant, leur cachant des centaines de pages, me cachant les centaines de pages couvertes de crises et d'écritures, racornies au bord ici et là, froissées, sales, recollées, grouillant de mots impurs, de ratures, d'intrus, d'ivrognes, de putains, de collages. Et la description se poursuit encore, je l'interromps ici, pour souligner que cet inachèvement, cette défense de l'infini qui consiste à ne pas pouvoir finir le roman et à lui refuser donc aussi toute finalité, aboutit par excès donc à la destruction et à un informe qui va hanter Aragon jusqu'à la fin de sa vie comme un regret. À l'inverse, ne pas finir, trouver un remède donc à cette angoisse de l'achèvement, exactement à la même époque, dans les années 20, c'est rabattre le commencement sur la fin selon une dynamique centripète exactement inverse à celle de la défense de l'infini. C'est court-circuiter le développement en allant au plus court et en rabattant la fin sur le commencement. Aragon, dans les Incipites, rêve sur ce roman qui se termine, qui est terminé, lorsque son commencement se trouve être une fin. Et il dit qu'il a tenté des formes extrêmement courtes, des formes qui seraient un idéal, simplement des paragraphes isolés, qu'on peut supprimer du récit et considérer seuls comme étant leur propre fin. Donc deux extrêmes, le plus court possible, ou au contraire l'infini monstrueux voué à la destruction. L'un des exemples qu'il donne dans le libertinage de cette forme ramassée à l'extrême qui rabat la fin sur le commencement, je la cite, c'est vite fait, « Le plombier est venu réparer l'évier ». Voilà une forme, un conte, qui règle la question de cette angoisse de la fin. Il donne aussi pour exemple, je le montre sans le commenter plus longtemps, un livre de Braque, tiré à 77 exemplaires, qui comporte un texte disposé sur 4 pages et une lithographie, et les 4 pages ici sont résumées. Donc il y a ce rêve aussi d'une forme si courte que la question de la fin est réglée finalement dès le commencement. À la même époque également, c'est aussi une citation des Incipites et c'est tout à fait intéressant pour l'esthétique de la variation sur laquelle je reviendrai. Il rêve une forme d'inachèvement heureuse qui ne mène pas à la destruction et qui permet néanmoins un développement, une description, une forme donc heureuse de développement qui se projette dans une image qui est la suivante. Je voulais écrire le roman d'une grecque, j'entends au sens décoratif du mot, un type donné de grec dont je chercherais et suivrais à la fois dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire à Paris, sur les murs des maisons d'époques diverses, sur des mouchoirs brodés, dans des reliures de livres où les ornements des journaux, le déroulement, qui n'a aucune raison de s'arrêter et qui constituerait par suite pour le roman un héros jamais menacé par la mort. Et cette progression par volutes, que rien ne viendrait arrêter, qui relève d'une esthétique baroque de la variation, cette rêverie sur cette forme qui ferait roman, elle règle la question de la mise à mort du personnage, puisque le héros ne serait jamais menacé par la mort. Donc vous voyez que l'inachèvement répond de façon diverse et parfois contradictoire à l'angoisse de la fin, soit en court-circuitant le développement, soit en cherchant une forme infinie, soit encore en mettant en œuvre la destruction de façon hystérique pour échapper justement au posthume, pour que la mort ne soit pas celle qui mette fin à l'œuvre, pour qu'elle n'ait pas le dernier mot.
Alors, la deuxième stratégie, puisque celle-ci est radicale et d'une certaine façon intenable, puisqu'un roman, Le plombier est venu réparer l'évier, ou le roman d'une grecque, bien sûr, il n'a jamais été écrit, La défense de l'infini a été détruite, partiellement tout au moins. Une deuxième stratégie, eh bien, c'est celle qui consiste à programmer la fin pour la maîtriser et la contrôler, éviter qu'elle échappe. Et il me semble que c'est dans la poésie, en particulier, qu'Aragon la met en œuvre. La défense de l'infini, roman inachevé et détruit en 1957. En 1927, en 1956, soit presque 30 ans après, le roman inachevé. Le roman inachevé, c'est une œuvre autobiographique, c'est une autobiographie en vers, qui néanmoins a besoin de ce mot de roman, parce que c'est la forme de la vie et du récit possible de soi pour Aragon. Le roman inachevé donne une forme et trouve justement une mesure au désir de l'inachèvement. Il fixe cette forme par le vers. Et c'est la deuxième stratégie qui est tout à fait fondamentale pour Aragon, qui permet de déjouer la fin, lui donner un temps par le vers qui le découpe, qui programme la forme, qui programme par le retour des rimes le cours du temps, qui lui donne une mesure, comme la musique, qui prévoit la suspension et la résolution. Comme vous savez, on a beaucoup commenté le retour à la rime dans sa poésie, le choix de formes fixes et traditionnelles, en rupture avant l'avant-garde dadaïste et surréaliste, et en rupture avec le parti pris de l'automatisme. Je voudrais noter que ce choix de la forme fixe n'est pas du tout indifférent à la question des fins de la poésie et de l'écriture, si l'on considère, comme le fait par exemple Agamben, que le retour de la rime et la forme très contrainte est aussi une façon de régler le cours du temps et le retour du temps et son inscription dans le poème. Dans Le temps qui reste, qui est un commentaire de l'Épître aux Romains, Agamben a fourni une analyse de la sextine, analyse qui consiste à montrer, je cite, que c'est un modèle en miniature du temps messianique, une machine sotériologique qui, à travers la mécanique sophistiquée des annonces et des reprises des mots rimes, qui correspond aux relations typologiques entre le passé et le présent, transforme le temps chronologique en temps messianique. Alors, dans une perspective qui est franchement coupée du salut et de toute eschatologie, le vers et la forme fixe dans l'œuvre d'Aragon sont ce qui donne une forme au temps passé et au temps qui reste. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, l'autobiographie ne peut s'écrire que sous cette forme en vers et s'intituler le roman inachevé. Contradiction, pourrait-on dire, dans les termes. Le vers, le roman, l'autobiographie pour le roman inachevé. Vous savez, deux des vers très connus de ce roman inachevé, « Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre ». Le vers et la forme fixe prévoient et programment la fin, en donnent donc à l'auteur une maîtrise. Et j'en verrai pour preuve paradoxale le déchaînement de la prose dans ce même roman inachevé, qui compte 3 proses, au moment où la guerre est évoquée, où la mémoire de la guerre revient, donc, la guerre qui dérègle l'ordre du temps et celui de la mémoire. Et c'est un extrait de la première prose que j'ai ici cité et reproduit. Se brise... le vers entre mes mains, mes vieilles mains gonflées, nouées de veines se brisent, et l'orage de la prose sillonné de grêle et d'éclairs s'abat, toute mesure perdue sur le poème lâché comme un chien débridé, qui court à droite et à gauche, flairant, tournant, cherchant la rime. Donc le vers s'interrompt précisément lorsque le cours du temps est déréglé, pour des raisons cette fois historiques, lorsque la mémoire ne peut plus être maîtrisée, et lorsque la prose doit dire ce chamboulement. Donc la forme fixe, si rigoureusement employée par Aragon, programme le temps qui reste, permet une maîtrise de la fin et apporte finalement une forme de réponse provisoire, ponctuelle, à l'angoisse que suscite le fait de mettre fin à une forme, c'est-à-dire aussi de l'abandonner et de signer l'œuvre. Le roman inachevé, contrairement à La défense de l'infini, est une conciliation heureuse entre la nécessaire non-fin de l'écriture et la nécessité de trouver une forme, de l'achever, parce qu'il faut scander ce temps passé et l'inscrire dans le temps qui reste.
il ne me paraît pas hasardeux, je n'ai pas le temps de le commenter, je le mentionne simplement, qu'un des plus beaux sonnets d'Aragon, puisqu'il a écrit, comme vous savez, beaucoup de sonnets, en particulier pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, mais un des plus beaux sonnets se situe dans le Crève-Cœur et soit le premier texte d'un poème composé de 3 textes qui s'intitule « Petite suite sans fil ». Le sonnet maintenant justement une forme dans quelque chose qui ensuite va risquer de se défaire, petite suite sans fil, sonnet parfaitement régulier, respectant parfaitement les contraintes de cette forme fixe et réglée, mais déstructuré d'une façon cubiste, je dirais, par la syntaxe. Or, le poème, dans la prose et dans le roman, la fin de l'œuvre est elle aussi très souvent soulignée pour manifester la maîtrise, et très souvent, les romans thématisent rigoureusement le désinite, marquant de façon parfois très rhétorique et explicite l'achèvement. Le dernier chapitre de Théâtre roman, qui est le dernier roman d'Aragon, s'intitule « Les mots de la fin ». On ne peut pas faire plus explicite ni plus tautologique d'une certaine façon. Certaines clausules sont tout à fait frappées rhétoriquement. La fin d'Aurélien, j'ai cité tout à l'heure le début, dernière phrase, maintenant il faut la ramener à la maison. Il s'agit de Bérénice qui vient de mourir. Et à l'échelle du cycle romanesque, la fin est elle aussi toujours marquée ou réfléchie. Le monde réel a pour postface un texte intitulé « La fin du monde réel » qui récapitule ce qui s'est joué dans les romans du cycle, qui en marque l'achèvement, si ce n'est celui du réalisme. Marquer la fin de l'œuvre, c'est donc signifier qu'on la maîtrise et qu'elle n'est pas la fin de l'écriture. Donc il y a 2 tendances très opposées, l'une qui va du côté de l'inachèvement au risque de l'informe, et l'autre au contraire, du côté d'une fin marquée de façon très rhétorique, ou bien du recours à la forme fixe qui permet de mesurer le temps. Alors, troisième stratégie, ouvrir la fin. Pour déjouer cette hantise du désinite, Aragon recourt de façon constante à ce que Montaigne appelait l'allongeaille, la digression, l'allongement qui diffère. C'est une pulsion qui est propre à la prose romanesque. Relire, pour Aragon, se relire, c'est ajouter. L'étude des manuscrits est à cet égard tout à fait éloquente. Si la logique de l'incipit consiste à donner le là, à donner une sorte de premier jet, de première impulsion, la correction et la reprise sont constantes. C'est pour ça que je disais qu'il y avait une dimension mythologique dans ce récit des origines qu'est l'incipit. Et corriger, reprendre, c'est toujours ajouter. C'est extrêmement rare qu'il supprime. La relecture se fait toujours par excroissance, qu'il s'agisse d'un segment de phrase, qu'il s'agisse d'un paragraphe à l'échelle d'un chapitre, ou qu'il s'agisse même d'ajouter un chapitre, par exemple l'épilogue d'Aurélien, lorsqu'Aurélien est déjà achevé, si bien qu'Aurélien a 2 fins, d'une certaine façon. J'avais édité la Semaine Sainte pour la bibliothèque de la Pléiade, et sur mon exemplaire de travail, j'avais surligné en différentes couleurs les différents ajouts qui se font selon des strates différentes, selon les différents dactylogrammes. Alors parfois c'est un mot, parfois c'est un segment, parfois c'est un paragraphe, comme je viens de le dire. Et à chaque fois qu'Aragon donne à dactylographier son manuscrit, lorsqu'il le relit, il rajoute de façon manuscrite soit un segment, soit un paragraphe, soit parfois même un chapitre, de sorte qu'il y a un deuxième dactylogramme qui est à son tour rallongé de façon manuscrite. Et à la fin, mon exemplaire surligné était une espèce de bigarrure de couleurs montrant que le texte progresse, y compris à l'échelle de la phrase, par excroissance, comme si même cette unité de la phrase ne pouvait pas être achevée du premier coup. Lorsqu'il relit ou publie Henri Matisse roman, qui paraît en 1974 et qui rassemble tous les écrits qu'il a
produit sur Henri Matisse, allongé de toutes sortes de commentaires et de gloses sur le temps présent. Aragon fait éclater la linéarité de la page en ajoutant de façon latérale des notes qui ponctuent, allongent le texte qu'il est en train d'éditer. Il augmente également les articles ou par exemple les textes qu'il a donnés pour des catalogues d'expositions consacrés à Matisse, de textes parfois fort longs qu'il appelle des après-dires, si bien que le texte d'Henri Matisse est constitué des textes qu'il a publiés au fur et à mesure de sa vie entre 1946 et 1974, et toutes sortes d'ajouts qui se font soit de façon latérale, soit à la fin de ces textes-ci, donnés dans l'ordre chronologique néanmoins, et qui sont appelés des après-dires. Cette logique de l'après-dire, elle constitue, au niveau du recueil, une façon, encore une fois, d'ouvrir le texte et de l'augmenter. Cette stratégie d'étirement, on la retrouve également au niveau de la phrase, en particulier dans les derniers romans, à partir de 1965, donc de la mise à mort. La phrase est caractérisée par une très forte propension à la digression et par des citations et des autocitations qui engorgent le texte et le fragmentent, comme s'il fallait sans cesse reprendre ce qui a été écrit, comme s'il fallait faire affluer dans le roman les traces et les restes du passé. Et vous le voyez par l'exemple que je ne vais pas prendre le temps de lire. La phrase est de plus en plus distendue, gonflée de parenthèses, pleine d'hyperbates. Sur cette question de l'autocitation, on est très très proche de ce que Jean-Christophe Cavalin, la semaine dernière, commentait à propos de Chateaubriand. Donc, curieusement, ce sont vraiment deux stratégies tout à fait différentes. Il y a de plus en plus de citations et de plus en plus d'auto-citations, qui sont une façon aussi d'allonger le texte. Donc au niveau de la phrase, au niveau du chapitre, au niveau de l'œuvre elle-même, au niveau du recueil même d'œuvres disparates reprises dans un nouvel opus, on augmente. Logique d'excroissance qui permet de contourner la fin. La quatrième manière de faire d'Aragon consiste à réécrire. Ne pas finir, ou ne pas encore en avoir fini avec un livre, c'est lorsqu'il est déjà publié, le réécrire. Alors, c'est évidemment pas le cas de tous les romans, mais c'est le cas d'au moins deux d'entre eux de façon très significative. Le premier, c'est Les Voyageurs de l'Impériale, publié selon deux éditions en 1942 et en 1947, puis, selon ses propres dires, réécrit de fond en comble pour l'édition de 1965. Le deuxième exemple, c'est celui des Communistes, roman publié entre 1949 et 1951, dont la version de 1966 constitue une réécriture complète, en particulier parce qu'Aragon y modifie entièrement le système des temps verbaux. Donc, certains textes, quoique publiés, sont réécrits. À l'intérieur même d'un roman, et en particulier à partir de la mise à mort, donc 1965, la nécessité de la réécriture est sans cesse thématisée. Ce n'est pas l'extrait que vous avez sous les yeux, mais un autre du même roman, Théâtrement 1914, qui est donc son dernier roman que je vous lis. Qu'est-ce que je raconte ? Tout cela n'est qu'un livre gribouillé qu'il faudrait entièrement réécrire, autrement en tout cas. Des pages et des piages à recopier pour y ménager des espaces entre les mots, y introduire des détails, des faux pas, des idées, un semblant de livre qu'il faudrait entièrement réécrire, autrement en tout cas. Et vous voyez que ça va largement vers la répétition. Et puis cet autre exemple, dans ce dernier texte, et c'est important que ce soit dans le dernier roman d'Aragon, dans ce dernier texte, est dite aussi cette nécessité de la réécriture. Donc il y a une réécriture qui est réelle, qui a donné lieu à une modification sensible de certains romans, et puis il y a une réécriture qui est thématisée comme une espèce d'urgence et de façon de plus en plus fréquente et anxieuse, je dirais, dans les derniers romans, et en particulier dans ce dernier roman,
tout cela serait à réécrire, rechercher loin dans les profondeurs du langage les précédents qui permettent de comparer la forme écrite des mots, des variations, avec la substance du monde dont l'homme n'est qu'une modalité et, c'est-à-dire tout revoir, tout recommencer, barrer, raturer, reprendre les sentiers des phrases, à tout instant dérailler involontairement, volontairement, pour ne pas s'en tenir à l'itinéraire imposé des chemins de fer. Et à quoi bon, me dira-t-on, pour au moins cette fin de la vie, de sa vie, y réinventer la force d'user de soi-même au sens plein du verbe et tout à la fois se donner si peu de temps que ce soit, d'un temps aléatoire à chaque moment menacé, se donner l'usage du monde, rassembler la fin à tout instant possible d'un homme, écrit ou encore à écrire, et le dernier fragment de cette phrase toute trouée, est important. Il faut à cette terminaison de la phrase que je fus, j'aurais été du moins, l'espace où l'instant permettait d'une grande respiration. Donc les derniers romans sont hantés par cette idée d'une réécriture nécessaire qui est thématisée comme telle. Mais j'en viens à la dernière stratégie que je voulais évoquer. Ce mouvement de réécriture, donc réel ou inscrit dans le texte lui-même, il ne se fait pas seulement au niveau du livre, à l'échelle du livre, il se fait à l'échelle de l'œuvre elle-même à partir des années 60. Antoine Compagnon a évoqué tout à l'heure les œuvres romanesques croisées. Vous savez qu'à partir de 1964, Aragon rassemble ces œuvres romanesques dans un très vaste ensemble qu'il intitule œuvres romanesques croisées. Il les croise avec celles d'Elsa Triolet et ça forme un ensemble de 42 volumes et il les accompagne de préfaces qui sont autant de commentaires des textes à forte teneur autobiographique. Et par ailleurs, à partir de 1974, il rassemble son œuvre poétique, donc on a deux ensembles symétriques, il rassemble son œuvre poétique dans 15 tomes d'un ensemble qui va s'appeler l'œuvre poétique au masculin, 15 tomes qui sont beaucoup plus que le recueil des poèmes publiés, une énorme somme puisqu'il y ajoute ses traductions, ses articles, ses chroniques, Le Paysan de Paris, comme je le disais tout à l'heure, et surtout, il commente ces textes en les recueillant, il les attache aux circonstances de leur production, si bien que cette œuvre poétique est une sorte d'autobiographie éclatée, une histoire du siècle. Les préfaces sont morcelées et ce que Josette Pintuelles a appelé un manteau d'arlequin ne s'arrête que lorsque le travail d'annotation et de commentaires est empêché par la vieillesse et à la maladie en 1981. Aragon meurt en 1982. Donc d'un côté, le projet monumental et testamentaire, autant que conjugal, des œuvres romanesques croisées, de l'autre, la constitution de l'œuvre poétique. Cette décontextualisation des livres déjà publiés, cette façon de les inscrire dans un de ces deux ensembles et de les commenter, de les inscrire dans le temps présent de la constitution de cette œuvre, l'œuvre poétique, est une façon de réécrire, mais une façon aussi de ne pas laisser ces œuvres finies dans l'état de leur première fin, de les reprendre dans un ensemble qui est à la fois, comme je disais, monumental et testamentaire. Et ces ensembles extrêmement hétérogènes, extrêmement parfois fragmentaires, décousus, se caractérisent par une forme de liberté, d'insolence, qui, me semble-t-il, sont très conformes à ce que Adorno, cité par Saïd, qu'on citait tout à l'heure, écrit du style tardif lorsqu'il dit « effleuré par la mort », j'ai mis la citation ici, je ne lis pas le début, effleurés par la mort, la main du maître rend leur liberté aux masses de matériaux auxquels ils donnaient forme jusqu'alors. Leurs déchirures et leurs failles, qui témoignent ainsi de l'impuissance propre à toute chose finie du jeu à l'être, constituent son œuvre ultime. Et les ORC, les œuvres romanesques croisées, comme l'œuvre poétique, sont bien
cette masse de matériaux qui sont coupés de leur forme première et qui sont remises dans un nouvel ensemble, dans un nouveau contexte, avec beaucoup de liberté. Réécrire, qu'il s'agisse donc de réécrire un roman, d'en modifier le système des temps verbaux, par exemple, ou relire pour commenter et disposer dans un nouvel ensemble accroché au temps présent ce qui a déjà été publié, parfois il y a plus de 60 ans, c'est bien reprendre, différer, mais surtout déjouer la fin de l'œuvre. Et sans doute la passion d'Aragon pour le schéma baroque de composition par thèmes et variations, et pour ce système de boucles qu'il rêvait sous la forme de cette grecque dont il aurait suivi le développement sans fin sur les reliures des livres ou sur les immeubles et les différentes décorations architecturales de Paris. Ce goût pour le thème et la variation, ce goût baroque pour la volute, relève également de cette volonté de ne pas venir buter sur une fin linéaire. J'ai cité à plusieurs reprises Henri Matisse roman. Dans Henri Matisse roman, Aragon fait une très large place aux séries de Matisse, mais aussi à tout ce qu'il a peint et composé par thème et variation. On n'est jamais mieux servi par soi-même. L'exemple qu'il prend est celui des portraits que Matisse a fait d'Aragon dans tout un chapitre, montrant certains, alors au début du chapitre, un portrait au fusain, puis plusieurs planches de portraits qui sont comme ça, par la reproduction n'est pas très bonne, pardonnez-moi, mon scan a coupé un petit bout de la figure, une fois à droite, une fois à gauche. Mais vous voyez que cette façon de se voir et de se représenter par thème et variation est aussi une façon de ne pas fixer sa propre forme et de la prendre dans un temps qui est un temps vivant, mouvant. Et à la fin du chapitre, on retrouve ce portrait au fusain qui varie celui qu'on avait au début. Donc, sur le plan esthétique, je dirais, le goût baroque d'Aragon pour la courbe, la volute, qui a souvent été commentée sur le plan stylistique, mais également son goût pour les progressions par thème et variation sont une façon de faire revenir ce qui a été déjà produit pour le continuer encore, ne pas l'achever. Pour conclure donc, je dirais que l'incipit, sa théorisation, sa mythologisation aussi, peut être interprétée comme une défense contre la fin de l'écriture, comme la nécessité de la réécriture est une dénégation elle-même de la fin, une sorte de compromis entre finir un livre et ne pas finir l'œuvre, entre la forme et le temps qu'elle exige, sa scansion propre, et l'inachèvement, dont la défense de l'infini a fait l'épreuve radicale. Dans les formes fixes de la poésie rimée, comme dans l'improvisation revendiquée de la prose romanesque, dans l'ampleur monstrueuse et démesurée de certains romans, comme dans la forme limitée à la phrase de certains autres, expérimentaux, la question de la fin de l'écriture est à chaque fois posée et à chaque fois en des termes différents. Les dernières œuvres, depuis la mise à mort jusqu'à Théâtre roman et Henri Matisse roman, sans compter l'œuvre poétique que j'ai rapidement décrite, ont chez Aragon quelque chose d'exubérant, d'une très grande insolence, d'une très grande liberté, mais aussi quelque chose qui se défait, qui se fragmente, qui se boursoufle aussi. Une allure qui dérive et qu'on a d'ailleurs souvent reliée à la vie qui fut la sienne après la mort d'Elsa, cette question des fins de la littérature étant toujours liée et interprétée de façon biographique. On pourrait considérer avec Thibaudet, je m'arrêterai sur cette dernière citation, que cette dernière période de la vie est conforme à une logique d'invention que Saïd considère comme une forme d'exil, mais que Thibaudet, dans le livre qu'il consacre à Flaubert, situe dans ces termes, dans un parcours qui est plus, je dirais, d'histoire littéraire. C'est le chapitre sur Bouvard et Pécuchet.
Une existence littéraire, depuis Rousseau, se conclut volontiers sur ces œuvres qui scandalisent le conformisme de la critique, mais où un artiste, à l'heure de la vieillesse et de la mort, a au moins la satisfaction d'ouvrir toute son arrière-boutique et de parler net avant de partir. Ce sont les rêveries du promeneur solitaire, c'est la vie de Rancé, c'est la baisse de Jouarre, c'est Bouvard et Pécuchet. Et on pourrait dire c'est l'œuvre poétique d'Arago. Tout cela n'empêche pas cette parodie d'être parodie à son tour, ce rire triste de céder devant un rire frais, la jeunesse et la beauté de croître et de passer, et le point final d'une expérience d'homme, de ne faire qu'un petit flocon d'écume sur la suite indéfinie de l'expérience humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être que vous voulez venir là pour... Je suis heureux que vous ayez terminé avec cette citation de Thibaudet qui rend tout cela un peu plus léger avec cette optimiste de toujours que l'on retrouve chez Thibaudet. Bon, je ne me souvenais pas de cette citation, mais effectivement, elle relie un certain nombre de ces œuvres terminales dont on a déjà parlé, Bouvard et Pécuchet, La vie de Rancé, Rêverie du promeneur solitaire et La baisse de Jouarre. Oui, en disant, il y a déjà cette idée de l'œuvre tardive comme une œuvre qui casse les normes établies par celui-là même qui les casse, au moment où il les casse. Merci beaucoup pour cet exposé sur Aragon. Donc, je n'avais pas tout à fait tort de dire que Aragon était bien de ces écrivains ou même de ces artistes qui ont beaucoup de réticence à terminer, ne savent pas en finir. S'il y a cette polarité de ceux qui ont déjà la fin dans la tête au moment de commencer, et donc dont l'œuvre, par définition, se termine, puisque le concept de la fin est déjà là, et ceux qui se lancent sans savoir et sans vouloir finir. Et vous avez bien insisté sur cette angoisse de la fin et sur toutes ces stratégies pour finir tout de même. Parce que ce qui me semble intéressant chez Aragon, c'est qu'on a toujours mis l'accent, parce que lui-même l'a mis là-dessus, sur le commencement, sur le mouvement perpétuel, et puis sur ces coups d'audace qui sont vraiment conceptuels à l'époque dadaïste et surréaliste, mais sa pente et toute l'analyse de l'œuvre, que ce soit au niveau de la phrase, au niveau du livre ou au niveau de l'œuvre complète, c'est en effet une angoisse de la fin. Et il faut trouver un compromis, parce que ne pas finir, c'est prendre le risque de l'inachèvement, de l'informe, voire de la destruction. Donc on est sans cesse dans cette expérimentation. Oui, je pense que c'est complètement une écriture dans la polarité que vous disiez tout à l'heure, expérimentale, à quelques toutes petites exceptions près, qui relèvent vraiment de la période qu'on pourrait dire conceptuelle du dadaïsme et du surréalisme. Du début, où il y a un projet qui est cérébral, qui est accompli rapidement, mais qui, à mon sens, n'est pas révélateur en particulier de son écriture de romancier. Oui, quand il passe au roman, c'est en effet dans cette... Et puis dans la poésie ultérieure. Dans la poésie ultérieure aussi. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est ces œuvres complètes, enfin la réécriture et le commentaire. Et il y a ces écrivains qui réécrivent des œuvres très anciennes. Je pensais, en vous écoutant, à Henry James, qui, dans l'édition New York Edition de son œuvre,
réécrit, relit et corrige des romans qui ont 30 ans, qui sont publiés depuis 30 ans, et tout est repris pour... Donc finalement, il n'y a plus qu'une œuvre entière, du début à la fin, qui est prise dans cette gangue de la réécriture et du commentaire. C'est une seule œuvre qui s'arrête. C'est une façon, en effet, d'unifier et de faire comme si les choses avaient été écrites dans un seul temps, ce qui est un peu démoniaque. Oui. Ouais. Ouais, bien sûr, il y a quelque chose de démiurgique dans ce geste-là. Et alors, je pensais aussi, en vous écoutant, à cette peur de finir qui, dans les derniers romans d'Aragon, illustre aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure, où il y a une stratégie maîtrisée et consciente, non seulement de suivre une évolution interne, mais de répondre à l'état du roman qui a lui-même évolué. C'est-à-dire que vous avez rappelé que à partir de la mise à mort de Blanche l'oubli, il s'agit de faire mieux que les nouveaux romanciers, faire du nouveau roman avec quelque chose en plus. Oui, je crois que cette notion de style tardif, elle est très composite en fait, mais une des caractéristiques qui convient pas du tout à Aragon, c'est pour ça que je l'ai pas beaucoup utilisé, même pour parler précisément de cette dernière période qu'on a du mal à caractériser, c'est cette idée que le style tardif donnerait la liberté de ne plus être de son temps, de ne plus chercher à être contemporain de son époque. Et je dirais que chez Aragon, c'est exactement l'inverse. Oui. Plus il vieillit, plus il est soucieux, de façon très opportuniste, justement, d'être au contact de la jeunesse et d'écrire quand même. C'est-à-dire de mimer... de mimer ce qui est l'avant-garde de l'époque, en particulier les nouveaux romans, et d'écrire sur les jeunes gens. Alors Solers, je disais dans le texte de 58, un perpétuel printemps, mais Roubaud, etc. Il y a une avidité de plus en plus affirmée pour s'approprier les formes, le langage qui lui est contemporain. Donc sur ce point, ça me paraît très inadéquat de parler du style tardif tel qu'on peut le définir Adorno. C'est plus, je dirais, ce que dit de façon un peu raide Thibaudet, c'est plus on ouvre l'arrière-boutique, quoi. C'est plus ça. Quand il met tout dans l'œuvre poétique, c'est plus ce geste-là qu'une espèce de liberté qui le placerait en dehors de son époque. Pas du tout cette volonté d'être en dehors de son époque. Au contraire, une très très grande angoisse à l'idée qu'il puisse être à la remorque. C'est ça. L'angoisse d'en finir, c'est aussi l'angoisse d'être oublié. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure ce rapport entre retardataire et tardif. Absolument. C'est tout à fait en forte tension. Si on veut ne pas être retardataire, alors on n'a pas la liberté de la tardivité qui permet de... si on veut à tout prix ne pas être retardataire, alors il faut accepter ce qui sont les nouvelles conventions de la génération suivante ou jouer avec ces conventions. Évidemment, le prodige, c'est que les derniers romans d'Aragon, enfin ça c'est ma réaction, qui ont parfaitement assimilé les nouveaux romans, donnent plus de plaisir à lire que beaucoup des nouveaux romans. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prime qui est aussi là. C'est-à-dire que Aragon se débrouille pour justement dialectiser. Donc c'est pas justement, c'est ça, c'est pas de la dialectique négative à Adorno. Il n'y a pas de dialectique négative puisqu'il s'agit au contraire d'intégrer et de dépasser une nouvelle étape du roman.
Oui, il y a un côté... le mot de parodie, je trouve, de Thibaudet convient très bien. Il y a un côté... Oui, c'est Thibaudet qui parlait de parodie. Voilà. Oui. Il y a un côté parodie de soi-même et parodie de ce que l'on fait de façon contemporaine, avec une espèce de distance quand même tout petit peu ironique, tout petit peu... voilà. Mais oui, c'est pas du tout cette dialectique... Je pense qu'il n'y a jamais eu ce sentiment d'exil ou ce sentiment d'une liberté qui procéderait d'une rupture avec les conventions dominantes. Il faudrait parler de jeunisme plutôt que de... plutôt, c'est vrai. Dans ce que vous avez caractérisé comme un certain opportunisme. Oui. Et en même temps, dans le texte, il y a quelque chose qui se délite. Dans Henri Matisse, Théâtre roman, c'est un texte... Qui a du mal à affirmer sa cohérence. C'est ce qui le rend extrêmement émouvant, presque pathétique par moments. Il y a des choses qui se défont malgré le désir qu'il a de les faire tenir ensemble. Et ça, c'est le tremblement du temps, justement. Oui, quand on prend la série des derniers romans, entre La mise à mort, Blanche ou l'oubli, et puis Théâtre roman, donc il y a on pourrait tout de même dire, dans Théâtre roman, une forme d'avant-gardisme. Oui, c'est vrai. Dans la façon dont... Déjà, dans la façon dont les... Alors, c'est un roman qui a été composé de façon très, très mouvante. Le manuscrit montre que les chapitres ont été interpolés de façon diverse. Et puis, c'est un roman qui fait beaucoup, beaucoup de place au vers, où il y a des chapitres entiers qui sont écrits en vers. Et c'est aussi un roman qui fait beaucoup de place au théâtre. Parce qu'il y a une rêverie sur le comédien, il y a différentes mises en scène et des retours au théâtre baroque du XVIe siècle. Et je trouve que dans cette confusion des genres, c'est une expression qu'il aimait beaucoup employer en différents sens, dans cette confusion des genres, il y a une volonté de totalisation, mais alors pour le coup tardive. Voilà, faire du roman quelque chose qui essaye de tout comprendre, sans souci d'une cohérence thématique. En tout cas, c'est très bien d'avoir pris tous les sens de ce refus de finir la phrase, refus de finir chaque œuvre et refus de finir l'œuvre entière à travers ces monuments que sont les œuvres croisées ou l'œuvre poétique. Donc il y a bien ce sens de la fin qui est aussi associé à la fin d'une vie. Mais reste pour moi la perplexité de cette angoisse de finir. Mais ce serait cette fois-ci au psychologue de répondre. Parce qu'elle est de toujours, si voilà, je pense qu'elle est de toujours. Elle est de toujours, et encore une fois, un des tout premiers recueils, le mouvement perpétuel, il l'inscrit déjà, probablement de façon informulée, inconsciente. Mais c'est vraiment cette idée que la fin de l'œuvre est à chaque fois une anticipation sur ce que sera la fin de l'écriture, c'est-à-dire la fin de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon pour lui d'imaginer la fin de l'écriture que comme la fin de la vie. Et donc, c'est très symptomatique, l'épilogue ajouté à Aurélien. Le roman est fini, il rajoute cet épilogue. C'est comme si il fallait à chaque fois contrer cette fin de l'œuvre, quitte parfois à la défigurer presque. Comme s'il y avait un traumatisme lié à toute fin, quoi. Oui, faire revenir le personnage 10 ans après, 20 ans après, qui est une stratégie complètement du 19e siècle, c'est une façon aussi de ne pas finir. Écrire, c'est une manière de ne pas finir. Oui, je crois. C'est ça. C'est ça. Et
en effet, ça rejoint cette idée que l'artiste expérimentateur peut ne jamais cesser d'écrire. Celui-là. Aussi dans la recherche de la perfection. Dans achever, il y a parfaire. Mais il me semble qu'il y a deux... On pourrait presque distinguer deux directions. Il y a ne pas finir, comme vous disiez pour Cézanne, essayer de perfectionner une œuvre, et puis il y a aussi continuer d'écrire, peut-être moins dans le souci de la perfection que dans le souci de la continuation, finalement, d'une dynamique. Mm-hmm. Bien, eh bien, on va continuer. Voilà. Merci.